l'éducation populaire, c'est quelque chose qui est inhérent à l'éducation. Tu ne peux pas être un éducateur, un instituteur. Moi, j'étais instituteur, et je le reste, de corps et d'esprit, sans être directement sensibilisé à l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est la musique, la littérature, c'est l'art. Dans toutes ces composantes, tu le retrouves dans l'éducation, dans tous les actes d'éducation. Donc, naturellement, syndicaliste, l'éducation populaire, c'est une notion qui m'a paru tout à fait naturelle pour un syndicat. Lorsque je suis devenu, par les hasards de l'histoire, ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports et du tourisme, avec l'équipe très amicale de mon cabinet, très éducation populaire, nous avons voulu, au fond, réactualiser l'idée que Maurice Herzog avait lancée autrefois sur l'éducation populaire, il y a bien longtemps, et qui nous paraissait avoir été abandonnée. Nous avons donc mobilisé très rapidement les directions départementales et régionales jeunesse et sport sur cette idée d'éducation populaire, et nous avons publié un texte de base qui a reçu l'accord du Premier ministre et, je le sais, l'accord du Président de la République, François Mitterrand. C'est sans doute là mon meilleur souvenir militant, car peut-être étais-je ministre, mais c'était un acte militant de mettre en œuvre, de relancer une idée qui avait été quand même très largement abandonnée, non seulement dans les termes, on parlait de socio-éducatif, socio-ceci, socio-cela, mais l'éducation populaire a quelque chose de beaucoup plus profond. Il a des racines dans l'éducation, mais des racines dans le peuple. L'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est peut-être une formule banale, mais elle a une particularité, elle est juste. Pierre Mauroy était très attaché à cette idée de nouvelle citoyenneté. Effectivement, et en plus, Pierre Mauroy était non seulement un ancien syndicaliste à la Fédération de l'éducation nationale, il était un homme politique, il était maire de Lille, mais en même temps, il était au fond le patron de tout un secteur de l'éducation autour des cercles Léo-Lagrange. Par conséquent, l'idée de Pierre Mauroy, partant de son expérience dans toutes les actions de Léo-Lagrange, considérait que, enfin je crois ne pas me tromper en disant cela, considérait que tout acte d'éducation, mais en particulier l'éducation populaire, mais il faudra préciser plus exactement ce que veut dire ce mot d'éducation populaire, devait conduire à une responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que dans tout acte d'éducation, il y a l'apprentissage de la citoyenneté. C'est probablement peut-être l'une des faiblesses aujourd'hui de l'éducation nationale. L'éducation et l'éducation populaire, plus encore, doivent former l'homme et la femme, c'est-à-dire l'être humain, le professionnel, le travailleur, et en même temps, cette dimension citoyenne, c'est-à-dire la femme et l'homme dans une république. Une république aujourd'hui dominée par l'ère numérique, par l'intelligence artificielle, qui exige encore plus la prise de conscience de la responsabilité citoyenne. Aujourd'hui, le risque, c'est que tout le monde se laisse entraîner par les facilités des tablettes, par ce qui est les réseaux sociaux dont l'origine était de mettre de plus en plus de gens en contact, mais qui ont dévié et qui sont pour une bonne part devenus une poubelle. Et aujourd'hui, l'éducation populaire, la nouvelle citoyenneté, la responsabilité citoyenne, c'est certainement au cœur du débat social. Mais je ne suis pas sûr que dans le dit grand débat d'aujourd'hui,
cette dimension-là ait été souvent mise en avant. Nous avons porté cette idée de nouvelle démocratie, de démocratie tout court d'ailleurs en 81, mais c'est une idée que les femmes et les hommes politiques devraient porter en permanence. Aujourd'hui, nous vivons une expérience quand même très particulière avec ce qu'on appelle des gilets jaunes, car ils mettent en cause directement la démocratie. Je suis un ancien syndicaliste et je le reste. Mais, quand je regarde les gilets jaunes, je suis forcément partagé. La revendication sociale me paraît juste. La précarité sociale dans ce pays est grave. Les inégalités sociales sont scandaleuses. Et on affiche au grand jour des sommes faramineuses qui sont données à des personnages, même des chefs d'entreprise dont les entreprises sont quasiment en faillite. Cela choque l'opinion publique et qu'un mouvement comme les Gilets jaunes porte ces revendications, moi je partage. Mais, je m'empresse de dire mais quand on écoute les Gilets jaunes, soit dans le détail si j'ose dire, soit par quelques-uns des militants qui ont émergé, le plus souvent par la violence d'ailleurs, ils récusent les associations, ils récusent les syndicats, ils récusent les partis politiques. Ils récusent donc la démocratie. Il y a là une dérive fasciste. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, on a bien vu que ni le syndicat patronal, ni les syndicats dits ouvriers n'ont marché dans le jeu des Gilets jaunes. Et je crois que le syndicalisme est très méfiant à l'égard d'un tel mouvement qui peut porter atteinte à la démocratie. Quand on récuse tout, et quand on revendique même un référendum d'initiative citoyenne révocatoire, ça veut dire que c'est l'organisation de la pagaille en continu. La démocratie exige beaucoup de sérieux et aussi beaucoup de prise de conscience des partis politiques et des organisations syndicales que c'est une chance que nous avons. Car si la démocratie était mise en cause trop gravement, il n'y aurait pas d'autre issue qu'un parti fort, très fort, on en a quelques exemples en Europe, et ce sont nos libertés qui seraient immédiatement mises en cause. Il faut faire très attention à ce qui se passe. La citoyenneté, la démocratie, ce sont des notions qui sont au cœur du débat actuel, et moi je me réjouis que les syndicats de l'UNSA Éducation, mais en particulier le CEP, le syndicat d'éducation populaire, mettent en avant cette idée-là. Oh, je ne sais pas si c'était une aventure. Lorsque François Mitterrand m'a demandé de prendre ce ministère nouveau du temps libre, qui a fait rire beaucoup de gens, naturellement, l'idée était de renouer avec Léo Lagrange, ce qui ne devait pas déplaire à Pierre Mauroy, avec les congés payés de 1936, quand nous en étions les 2 premières semaines de congés payés, et nous en étions là à 4 semaines de congés payés, et le candidat François Mitterrand s'était engagé à faire la 5e semaine de congés payés. Et puis il y avait le 3e âge. Qu'est-ce qu'on fait dans le 3e âge? Comment faire à partir de 60 ans, puisque c'était la règle, la retraite à 60 ans? Que peut-on faire pour que les gens du 3e âge vivent une vie plus riche? Donc l'idée d'éducation populaire était déjà là. Et par conséquent, lorsque le ministère du temps libre a été créé, il y avait là une grande ambition. Alors, mon meilleur souvenir, c'est l'enthousiasme de l'équipe qui était autour de moi, car c'était une équipe militante et pas une équipe politique. C'est sans doute l'erreur que j'ai commise. Si j'avais été un vrai politique, j'aurais sans doute constitué un cabinet tout à fait différent. Là, j'ai mis des militants. Beaucoup
de la Fédération de l'éducation nationale, cela va de soi. Et cet enthousiasme de ce cabinet du ministère du Temps libre, c'est le plus grand souvenir de ma vie. On sentait bien que ça ne mordait pas dans l'opinion publique. Ça ne mordait pas pour une raison bien simple. Lorsque, en 1981, Pierre Mauroy parlait du chômage, il disait « Nous sommes à la crête des 2 millions de chômeurs ». Et il pensait que derrière la crête, on redescendait. Mais non, il y en avait une autre de crête. Ce qui fait, quand j'étais ministre du Temps libre, je me déplaçais chaque semaine, j'étais invité partout. Tout le monde me disait « Mais monsieur le ministre, on est d'accord avec ce que vous faites, il faut y aller, il faut continuer, mais notre préoccupation, c'est pas ça, c'est le chômage ». Et partout, on voyait des emplois disparaître, des usines fermées, 81, 82, 83. Le chômage n'a cessé d'augmenter, malgré les efforts de la gauche, malgré les mesures prises. Il y avait ça, une sorte d'élan qui faisait que l'idée de temps libre, de démocratie, de nouvelle citoyenneté, d'éducation populaire, on voyait bien que ça touchait les gens, mais que leur préoccupation n'était pas celle-là. Alors, mon meilleur souvenir, c'est cet enthousiasme d'une équipe militante dans un ministère, ce qui n'est pas anodin. Et puis en même temps, le plus mauvais souvenir, c'est le sentiment que nous avions raison, on nous disait qu'on avait raison, mais en même temps, on nous disait c'est pas le moment. Et ça, c'est le plus grand échec moral que j'ai ressenti. Il faudra aller dans le détail des textes, des arrêtés, des décrets que nous avons pris, notamment pour la formation des animateurs. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'à l'époque, le CEP, c'était le SNCTPEP, n'est-ce pas, ait beaucoup soutenu le ministère du Temps libre, car c'est une autre expérience. Avec les syndicalistes, un ancien syndicaliste n'est plus syndicaliste, il est devenu un homme politique. Je m'efforçais de ne pas l'être trop, mais je me suis aperçu que c'était cela. Mais alors, même c'est tout ce qui était la formation des cadres de l'éducation populaire, les diplômes, la manière de la reconnaissance des diplômes, je ne vais pas développer cela dans le détail. Mais nous avons eu, en réalité, si on résume, un échec et une très belle réussite. L'échec, c'est le projet de loi sur les associations. Car le mouvement associatif est une puissance en France. Et justement, le mouvement associatif est porteur d'éducation populaire. Il est porteur de citoyenneté. Il y a 1 800 000 associations en France, dont plus de 700 000, 800 000, je ne sais pas aujourd'hui le chiffre exact, mais autour de cela, qui sont vivantes. Et dans ces associations, on ne fait pas que de la gestion de petites manifestations. On discute souvent de problèmes de fond. Et l'éducation populaire et la citoyenneté sont au cœur de ces débats. Donc nous pensions que le mouvement associatif est un mouvement très fort en France qui gère beaucoup de choses. Prenons par exemple les parents d'élèves à l'école. Les parents d'élèves sont dans les conseils d'administration, ils sont au conseil supérieur, ils ont des représentants partout, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas que les parents d'élèves. Alors nous pensions que ces femmes et ces hommes militants avaient droit à des congés supplémentaires de façon à ce que, pour aller à leur responsabilité, pour faire face à leur responsabilité d'élus associatifs, ils ne soient pas obligés de prendre sur leur congé personnel, ce que beaucoup de gens faisaient et continuent de faire 50 ans après. Et c'est ce projet de loi que nous avons porté qui n'a pas abouti. Nous voulions le statut de l'élu social. Un élu social peut avoir un statut qui lui permet d'avoir certains avantages, puisque dans la société, il joue un rôle très important, reconnu, porté par des élections. Ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, s'y est opposé totalement et personnellement. Pourquoi ? C'est parce que lui, ministre de l'Intérieur,
cherchait à établir le statut de l'élu politique. Un élu politique, lorsqu'il n'a plus de mandat, qu'est-ce qu'il devient? Il a été 6 ans, 7 ans hors de son entreprise, il devient parfois rien du tout. Ce qui fait d'ailleurs que c'est souvent des fonctionnaires qui sont, eux, sûrs de retrouver leur emploi. Enfin, pas tous, mais le mouvement est celui-là. Et Gaston Defferre me disait, tu ne feras pas ton statut de l'élu social tant que moi je n'aurai pas fait le statut d'élu politique. Nous sommes en 2019, ce statut n'est toujours pas fait. C'est une réalité. Et puis nous avons eu une grande réussite, puisque dès le départ, j'ai mis en chantier la notion de chèque vacances, c'est-à-dire un travailleur dans son entreprise, un travailleur modeste, lorsqu'il économise 100, il reçoit au bout de l'année 120, 130, 150, voire 200, d'une manière inversement proportionnelle à son salaire. L'objectif, c'était de faire partir en vacances des gens qui n'en avaient pas les moyens, qui pouvaient économiser un peu s'il s'agissait de valoriser cette entreprise. Et nous avons eu là très beau succès. Ça n'a pas été une loi, c'était une ordonnance, puisque nous gouvernions encore en ordonnance. C'est une ordonnance exceptionnelle, puisque c'est la dernière ordonnance signée le 28 mars 1982, puisque nous avions 6 mois. Et aujourd'hui, il y a près de 7 millions de bénéficiaires du chèque vacances qui s'est étendu et qui permet à des gens modestes ou de catégorie moyenne dans la société, non seulement d'économiser un peu pour les vacances, mais de voir leur épargne valorisée, permettant d'aller en vacances. Là, c'est une belle réussite et franchement, c'est bien l'acte militant dont je suis le plus fier, parce qu'il a lui aussi son caractère d'éducation populaire. Permettre aux gens de découvrir d'autres personnes, d'autres lieux, alors que jusque-là, ils n'avaient pas les moyens. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore, moins de 60% des Français prennent des vacances d'été et moins de 12% prennent des vacances d'hiver. On est encore loin de la démocratisation que nous cherchions en 1981. Mais on a fait un pas, je crois un grand pas. Mais le consumérisme ne date pas d'aujourd'hui. 1936, les 2 semaines de congés payés, on a toujours l'image un peu forcée des gens en vélo, en tandem sur les routes. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. Ou bien des bains de mer. Bon, on a gardé l'image la plus visible, la plus signifiante, si je peux dire. Mais la notion de consommation, elle existe dans les supermarchés, elle existe partout. On consomme de la télévision, on consomme de la tablette, on consomme. Les vacances, c'est quand même un moment particulier. Et il y avait par exemple l'idée que nous combattions, les gens partent en vacances pour s'évader de leur entreprise. Nous nous sommes toujours élevés contre cette idée de vacances-évasion. C'est pourquoi d'ailleurs dans le ministère du Temps libre, nous mettions en avant les questions de logement et les questions de transport. Il ne peut pas y avoir des gens partant en vacances d'une manière convenable si ils ont passé 11 mois dans des transports avec embouteillage, si les logements ne sont pas bons. Alors oui, ils s'évadent. Mais quand on s'évade, la première semaine de vacances, il n'y a rien. Et puis la dernière semaine, on pense à ce qu'on va retrouver en arrivant. Il faut donc que les vacances s'inscrivent dans un progrès social sur l'ensemble des conditions de vie, et notamment les conditions de travail, les conditions de logement, les conditions de transport. Tout est lié en politique. Et ça, c'est peut-être l'acte le plus politique que nous avons fait en appelant le Premier ministre, l'attention du Premier ministre et du Président de la République sur cette complémentarité des vacances. Alors, vacances, centre de loisirs, lieu de loisirs. Vacances pour les jeunes en particulier. Oui, les animateurs
qui sont d'ailleurs des éducateurs, parce que animateur, c'est un mot qui ne me convient pas. C'est pourquoi la professionnalisation implique toute une dimension d'approche de l'enfant, de connaissance de la jeunesse, de connaissance, toute une approche pédagogique et psychologique, naturellement. Il y a une connaissance de l'homme, connaissance des citoyens. Car dans les centres de vacances, il y a des adultes, il y a des préadultes, il y a des adultes et il y a des enfants. Et dans la professionnalisation des éducateurs, c'est ce que nous avions essayé de commencer de faire en 1981, il faut qu'il y ait cet aspect de citoyenneté. La personne qui vient en vacances doit s'amuser, doit se divertir, mais elle peut aussi apprendre. Elle peut aussi apprendre par la convivialité, par des débats, par des rencontres, par ce qu'on leur propose. Par exemple, s'il y a un film qui est présenté dans un centre de loisirs, il faut que les éducateurs soient en mesure d'aider les gens à en tirer la leçon. En général, il y a d'excellents films. Il ne suffit pas de le regarder. On peut en discuter. Il ne s'agit pas de discuter pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, expliquer comment le film s'est fait, quel est le sens du film. Il y a plein de choses que l'on peut dire. On peut simplement ouvrir la télévision, écouter une émission et dire alors qu'est-ce qu'on en pense. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit critique. Et l'éducation populaire, c'est aussi l'apprentissage de l'esprit critique à l'école. Mais l'éducation populaire, ça fait suite. Ça fait suite. Et même les enfants qui vont dans des centres de loisirs le mercredi, le samedi ou le dimanche, l'esprit critique, c'est une dimension de la citoyenneté. Donc, on ne peut pas, dans les centres de loisirs, imaginer seulement une consommation de vacances. Il y a une part de consommation, il y a une part de plaisir, de découverte, de liberté. Il faut que chacun se sente libre de faire ce qu'il veut. Mais en même temps, et c'est toute la richesse de l'éducation populaire et des éducateurs, de dire aux gens, ben, vous avez fait ça aujourd'hui, on peut peut-être faire un petit peu de plus, un petit peu mieux, on peut vous apporter quelque chose de plus. Et ça s'apprend, parce qu'être éducateur, c'est éduquer. Éduquer, c'est pas quelque chose qui est inné. Ça s'apprend. Donc oui, seule une professionnalisation de qualité peut permettre, dans tous les domaines des vacances, de lutter contre la tendance au consumérisme. Est-ce que j'ai les qualités pour passer un message? Bien sûr. Avec le temps, on perd quand même beaucoup de choses et il faut surtout se garder de donner des leçons. Ce qui était vrai en 1981, lors de cette aventure dont tu parlais tout à l'heure, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Est-ce que je suis en mesure, malgré ce que je lis, malgré l'information que j'ai, je reste syndiqué, je lis, bon, malgré tout cela, quand on n'est plus aux affaires, il y a un décalage qui se fait. Et il faut se garder de juger l'actualité avec l'esprit d'il y a 40 ans. Pour autant, il y a des choses qui restent vraies. Des choses qui restent vraies. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ni la formation continue dans les entreprises, ni l'éducation permanente. Je rappelle que la Fédération de l'éducation nationale avait mis au point un projet d'école qui s'appelle l'école de l'éducation permanente, qui implique que après l'école, il y a autre chose. On ne peut pas imaginer ni l'éducation permanente, ni la formation continue sans mettre au cœur l'éducation artistique, l'approche de la musique, l'approche des arts, l'approche de la peinture, l'approche de l'autre, l'approche, le débat, le dialogue, l'échange. Quand on voit les abstentions en politique, quand on mesure le degré d'individualisme aujourd'hui, parler d'échange, parler de discussion, de débat, ça me paraît vraiment d'actualité. Et je crois qu'un syndicat comme le CEP est au cœur de cela.
Donc il faut que les adhérents du CEP, les éducateurs professionnels, ce sont des professionnels de l'éducation. Il faut qu'ils soient préparés à cette école de la citoyenneté. Vous êtes les artisans d'une école de la citoyenneté. C'est aujourd'hui le seul message que je suis en mesure de faire passer. Les enseignants aussi, en premier lieu. Un professeur d'école, un instituteur, il y en a encore, des institutrices. Ça veut dire, un instituteur, c'est instituer, ça veut dire mettre debout. Tous ceux qui éduquent, y compris l'éducation populaire, mettent debout. C'est-à-dire mettre debout un homme et une femme, c'est le mettre en mesure de maîtriser sa vie, de ne pas la subir dans tous les aspects. Et il n'y a pas que l'aspect travail, il y a l'aspect vie personnelle, puis il y a l'aspect vie en collectivité, car la démocratie, c'est le collectif. Donc cette dimension démocratique, cette dimension citoyenne, elle est au cœur de tout. Et je pense que s'il y a avec les enseignants d'aujourd'hui, des personnels, des gens, des femmes et des hommes capables de porter ce message d'aujourd'hui dans notre société en complète métamorphose, ben ce sont les éducateurs qui sont dans les centres de loisirs, dans les centres de vacances, qui touchent la jeunesse, et qui devraient être sollicités par les entreprises lorsqu'ils font de la formation. Tout acte de formation devrait conduire à mobiliser les personnels de l'éducation populaire. Je pense que le marquis de Condorcet a été sans doute un des hommes les plus géniaux de la Révolution française. Son destin, d'ailleurs, est particulier, puisqu'il est mort dans des conditions que l'on connaît mal, mais ce qu'il a laissé est une sorte de monument. Moi, je considère qu'il y a, au fond, pour l'humanité, pour les messages d'humanité, les messages du vivre ensemble, du vivre en commun, qui couvrent toute forme d'éducation, il y a deux monuments, enfin pour moi en tout cas, que j'admire et que je considère comme des socles. C'est Condorcet et Victor Hugo. Pourtant, je ne partagerai certainement pas les idées de noblesse de Condorcet, ni la sainteté de Victor Hugo, le côté croyant, le côté déiste. Encore que je l'aurais retrouvé dans un anticléricalisme forcené. Mais je crois que l'idée, le message de ces hommes, et en particulier de Condorcet, c'est un message d'amour, en définitive, et qui aujourd'hui est au cœur des besoins de la société. Nous sommes une société, les plus pessimistes disent en déliquescence, non. C'est une société qui ne se reconnaît pas. Sans doute que les outils d'aujourd'hui isolent les individus. Or, il y a nécessité dans la vie de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger. En France, la grande chance, c'est le mouvement associatif, qui porte au fond les idées de ces deux hommes, les idées d'humanité, les idées de la richesse sociale, de la richesse du contact, de l'apprentissage de l'autre. C'est aussi Voltaire, hein, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je ferai tout pour que tu puisses le dire. On s'enrichit de l'autre, dit Saint-Exupéry. Et je pense que quand il s'agit d'éducation populaire et d'un anniversaire comme celui-là, celui que l'éducation populaire veut fêter, c'est une idée d'une richesse exceptionnelle, qui paraît en décalage avec la société d'aujourd'hui. Mais c'est un acte de vérité, et il ne faut pas le rater. À tous ces militants de l'éducation populaire, les anciens et ceux d'aujourd'hui,
vraiment joyeux anniversaire. Et ce n'est pas un anniversaire banal. C'est un anniversaire qu'il faudra renouveler souvent parce que la France en a besoin.